Quand on imagine l'infiniment grand, on peut penser aux planètes, aux étoiles, aux trous noirs. A l'inverse, quand on imagine l'infiniment petit, on pense plutôt aux particules, aux quarks, aux électrons. Ces deux mondes paraissent totalement déconnectés. Mais il y a des endroits où ils sont obligés de cohabiter. Par exemple, au cœur des trous noirs. Là-bas, l'infiniment grand est compressé dans l'infiniment petit. Mais bien qu'on comprenne suffisamment ces deux mondes séparés, on ne comprend plus rien lorsqu'ils cohabitent ensemble. Impossible de savoir ce qu'il se passe. Impossible de comprendre comment agissent les forces dans ces zones de forte densité. Alors, pour résoudre ce mystère, on a trouvé une théorie, des équations qui émergent indirectement de quelques observations extraordinaires. Cette théorie, c'est la gravitation quantique à boucle. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette vidéo est une compilation, vous me l'aviez pas mal demandé, donc la voici. J'espère qu'elle vous plaira, je vous souhaite une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je sais pas, et c'est parti. Unir la relativité générale et la mécanique quantique, c'est l'un des plus grands défis de la physique moderne. Et c'est plus qu'une simple ambition esthétique. C'est une nécessité logique. Parce qu'on sait que dans certains contextes, les théories doivent agir ensemble. Dans les premiers instants de l'univers, à l'intérieur des trous noirs, ou dans les tentatives d'unification des forces fondamentales par exemple. Et pour ça, on a besoin d'un cadre qui parle à la fois d'espace-temps et de mécanique quantique. Et c'est justement là qu'apparaissent les deux tentatives aux théories du tout, comme la théorie des cordes ou la théorie de la gravitation quantique à boucle, qui nous intéresse ici. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Et d'où elle vient, cette idée de boucle? Eh bien pour comprendre tout ça, revenons en arrière. La gravitation quantique à boucle, ou Loop Quantum Gravity, naît dans les années 1981 grâce notamment aux travaux de Carlo Rovelli, A.B.H. Tekar et Lee Smolin. À l'époque, les tentatives d'unifier gravité et quantique avec des outils standards échouaient toutes. Et surtout, la théorie des cordes, très prometteuse, imposait une vision de l'univers avec 10 ou 11 dimensions, des entités fondamentales étendues et beaucoup d'éléments spéculatifs comme des branes, ou encore la supersymétrie, ce qui en laisse plus d'un perplexe au vu de la complexité que ça amène. Les chercheurs qui développent la gravité quantique à boucle veulent une approche plus sobre, plus ancrée dans la relativité générale elle-même. Et donc, plutôt que de rajouter des dimensions ou des entités, ils décident de quantifier la relativité directement, de prendre Einstein au sérieux jusqu'au bout. Et là, surprise, quand on applique les outils quantiques à la structure de l'espace-temps lui-même, on découvre que l'espace n'est plus continu. Il est fait de petites unités, comme des atomes d'espace. Et ces unités sont reliées entre elles par des boucles, ou plutôt des réseaux, qu'on appelle spinform ou spin network. Et vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer après. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la gravité quantique à boucle naît d'un besoin. Garder les fondations de la relativité, les marier avec la rigueur de la quantique, sans rajouter d'hypothèses extravagantes. C'est un projet ambitieux, radical, mais fascinant. Mais avant de rentrer dans le détail de ce qu'est vraiment cette théorie qui va bouleverser notre vision de l'univers à tout jamais, on va revenir sur ces fameuses deux grandes théories, mécanique quantique et relativité générale. Parce que c'est vrai ça. Pourquoi ces deux théories, si essentielles pour nous, ne sont-elles pas compatibles? Eh bien oui, pour celles et ceux qui n'êtes pas au courant, depuis plus d'un siècle, la physique repose sur deux théories que tous semblent opposer, et pourtant qui fonctionnent à la perfection, mais chacune dans son domaine. Et on va commencer tout de suite par la relativité générale, la grande œuvre d'Albert Einstein. Publiée en 1915, cette théorie ne se contente pas de dire comment les objets bougent. Elle dit pourquoi ils bougent. Et surtout, elle change radicalement notre vision de l'espace et du temps. Dans la relativité, l'espace et le temps ne sont pas des choses fixes. Ils ne sont pas séparés, ils forment une seule et même entité, l'espace-temps. Et cet espace-temps, eh bien il est souple. Il peut se courber, se dilater, se contracter. Et c'est cette courbure provoquée par la masse ou l'énergie qui donne naissance à ce qu'on appelle la gravité. Ce n'est plus une force mystérieuse à distance comme le pensait Newton. C'est juste la géométrie qui change. Et les objets suivent naturellement cette courbure. Alors, oui, c'est un peu compliqué à se visualiser tout ça. Donc, on va imaginer que l'univers est une nappe immense, tendue. Cette nappe, c'est l'espace-temps. Elle est faite d'un tissu invisible qui combine l'espace. Droite-gauche, au bas, devant-derrière. Et le temps. Qu'est-ce que tu ressens en vieillissant ou en bougeant? Quand il n'y a rien dessus, la nappe est plate,
calme, uniforme. Mais dès qu'on y pose une boule lourde, que ce soit une planète, une étoile, un trou noir, la nappe se déforme. Et plus précisément, elle s'enfonce. Et cette courbure change la manière dont d'autres objets se déplacent à proximité. Pas parce qu'ils sont attirés mystérieusement, mais parce qu'ils suivent les plis du tissu. Une planète, par exemple, ne fait que suivre la pente de la nappe autour du Soleil. Elle tombe constamment. Mais comme l'espace lui-même est incurvé, elle tourne en rond. C'est ça, la gravité selon Einstein. Mais ce tissu n'est pas fait que d'espace. Il est aussi traversé par le temps. Chaque point de la nappe contient une petite flèche qui pointe dans le futur. Et quand la nappe est courbée, ces flèches changent d'inclinaison. Ce qui veut dire que le temps lui-même ralentit ou s'accélère selon l'endroit où on se trouve. Tout ça, la relativité générale, est extrêmement efficace à grande échelle, à l'échelle des galaxies, des étoiles, de l'univers entier. Mais elle fonctionne de moins en moins à mesure que l'échelle se rapetisse, jusqu'à atteindre une échelle où elle n'a plus aucun sens. Mais là où une autre physique naît, la mécanique quantique, complètement différente, complètement déroutante, mais tout aussi vraie. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, il faut savoir qu'on ne parle plus de planètes ou de galaxies. Non. Ici, on va parler d'atomes, de photons, de quarks. Des particules si petites qu'on ne peut même plus les concevoir, comme des billes. Dans ce monde-là, les lois classiques s'effondrent. Les objets n'ont pas de position bien définie. Ils sont dans des superpositions d'états. Ils peuvent être ici et là, en même temps. L'information ne se propage pas de façon classique. Et il existe même des intégration. C'est-à-dire que deux particules séparées par des années-lumière peuvent rester liées, comme si elles communiquaient instantanément. C'est un monde probabiliste où l'observation change la réalité. Et pourtant, ce monde régit absolument toute la matière. Les lasers, les semi-conducteurs, les IRM, les GPS, la chimie, l'électronique, tout ça fonctionne grâce à la mécanique quantique. Mais alors, où est le problème? Eh bien le problème, c'est qu'on ne peut pas les combiner. Je m'explique. Quand on tente de faire interagir les deux, par exemple en voulant appliquer la relativité générale à une particule quantique, ou la mécanique quantique à un champ gravitationnel, les équations se mettent à produire des absurdités, des infinis, des résultats non physiques, des prédictions sans sens. Mais on va prendre un exemple concret que vous connaissez très bien, les trous noirs. Selon la relativité, au cœur d'un trou noir, la densité devient infinie. D'ailleurs, pour les connaisseurs, on appelle ça une singularité. Mais en mécanique quantique, les infinis sont inacceptables. Ça veut dire que la théorie ne marche plus. Idem pour le Big Bang. La relativité nous dit qu'au tout début, toute l'énergie de l'univers était concentrée en un point infiniment petit et dense. Mais là encore, la physique s'effondre. Aucune des deux théories ne peut prédire ce qui s'est passé au moment zéro. Mais c'est pas tout. Qui dit deux visions, dit deux vocabulaires différents. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, la relativité parle de courbure continue, alors que la quantique parle de discrétisation de quanta. Autre exemple, la relativité est déterministe, alors que la mécanique quantique est probabiliste. En fait, ces deux théories décrivent deux couches du monde, mais sans interface commune, sans point qui pourrait les lier. Et c'est là qu'entre en jeu le besoin d'une gravité quantique. Une théorie qui dirait non pas quelle est la gravité d'un objet, mais plutôt et si la gravité elle-même était un phénomène quantique. Alors pause. Pourquoi on parle de gravité quantique? Pourquoi associer cette force au monde quantique? Eh bien, parce que la gravité est la seule force fondamentale qui résiste à l'échelle quantique. Parce que dans notre cadre actuel, la gravité est une déformation de l'espace-temps provoquée par la masse. Mais à l'échelle quantique, on ne parle pas de planètes ou d'étoiles. On parle de particules. Et ces particules ont une masse si minuscule qu'elles n'exercent presque aucune influence gravitationnelle. En tout cas, leur effet est littéralement négligeable. Du coup, dans les équations de la mécanique quantique, la gravité ne figure même pas. Et pourtant, on aimerait bien l'unifier avec les autres forces. Mais pour ça, il faut qu'elle apparaisse dans le même langage. Alors les physiciens ont essayé de quantifier la gravité, de l'intégrer comme on le fait avec les autres forces, comme l'électromagnétisme via les photons. Ils ont postulé une particule hypothétique, le graviton. Une particule sans masse qui transporterait la force gravitationnelle. Mais là, tout explose, littéralement. Quand on traite la gravité comme un champ quantique classique, les équations deviennent infinies. Les intégrales divergent. Et aucune méthode ne permet de renormaliser tout ça proprement. C'est un peu comme vouloir régler un moteur trop complexe. À chaque tour de vis, au lieu d'ajuster, il double de volume. On perd totalement le contrôle. C'est ce qu'on appelle une théorie non renormalisable.
Et c'est précisément là que la physique bute, depuis des décennies. Soit, on n'a pas encore trouvé la bonne manière de le faire. Mais bref, parler et trouver une gravité quantique, c'est faire le premier pas vers cette fameuse théorie du tout. Une seule équation capable d'expliquer et de décrire tous les phénomènes connus, visibles ou non, à n'importe quelle échelle. Donc unir mécanique quantique et la relativité générale. C'est l'un des plus grands défis de la physique moderne. Et c'est plus qu'une simple ambition pratique. C'est nécessaire. Parce qu'on sait que, dans certains contextes, les deux théories doivent agir ensemble, comme dans les tout premiers instants de l'univers ou dans les trous noirs. En fait, unifier ces deux théories, c'est répondre à une question fondamentale. Comment l'univers a-t-il commencé? Et que se passe-t-il quand on pousse les lois de la physique dans leur dernier retranchement? C'est ce genre de question qui a poussé les physiciens à explorer de nouvelles voies. Et justement, au XXe siècle, plusieurs tentatives majeures ont vu le jour pour résoudre ce casse-tête. La première, peut-être la plus célèbre, la théorie des cordes. Pour faire très simple, dans les années 70-80, une idée révolutionne tout. Et si les particules n'étaient pas des points, mais des cordes vibrantes? Chaque vibration donnerait une particule différente. Et parmi elles, devinez quoi? Une corde vibre, comme un graviton. La théorie des cordes unifie naturellement la gravité avec les autres forces. Mais elle impose des conditions très dures. Tout d'abord, elle nécessite un univers à 10 dimensions, avec des entités complexes comme des branes, la supersymétrie ou encore la compactification. Et c'est une piste prometteuse, mais hautement spéculative. D'autres physiciens ont tenté d'intégrer la gravité à la mécanique quantique de manière progressive, comme une perturbation du vide. Mais ces tentatives échouent pour des raisons similaires. La structure même de la relativité n'aime pas être linéarisée. Et si le vrai souci venait de notre manière de penser l'espace et le temps? Toutes les autres forces dont la nature sont décrites dans l'espace-temps. Mais la gravité, elle, décrit l'espace-temps lui-même. C'est comme vouloir dessiner une carte sur une feuille, qui serait faite de la même encre que le stylo. Tu ne peux plus séparer le support du contenu. Et donc, tu ne peux plus appliquer des méthodes classiques. C'est dans ce contexte qu'émergent des idées radicales. Peut-être que l'espace-temps n'est pas fondamental, mais émergent. Peut-être qu'il existe une structure discrète, un genre de code source de la géométrie. Ici, vous avez devant vous les idées qui vont donner naissance à une idée encore plus puissante, la gravitation quantique à boucle. Elle ne cherche pas à forcer la gravité dans un moule quantique. Elle repart de la relativité d'Einstein elle-même et la quantifie à la racine. Au lieu d'imaginer un espace lisse, continu, infini, la gravité quantique à boucle suggère que l'espace est tissé de quanta. Mais c'est quoi un quanta? Eh bien en fait, il s'agit de la plus petite mesure indivisible d'énergie, de quantité de mouvement ou de masse. Chaque quanta, ou grain d'espace, aurait une taille minimale, de l'ordre de la longueur de Planck, environ 10 puissance moins 35 mètres. Le temps ne serait plus une horloge fluide, mais une succession d'instants quantiques. Un peu comme si le film de l'univers était composé d'images discrètes, mais projetées si vite qu'on n'en perçoit que le mouvement global. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir cette fameuse théorie de la gravité quantique à boucle. Mais avant, petit résumé. Si on fait tout ça, eh bien c'est parce que la gravité refuse de se plier aux règles de la quantique classique. Les approches standards échouent à donner des résultats cohérents. Donc on s'est tourné vers la théorie des cordes, qui offre une piste ambitieuse, mais malheureusement hautement spéculative. On s'est questionné sur la structure même de l'espace-temps, et c'est ainsi qu'on a repensé la géométrie, et peut-être même la nature du réel. C'est comme ça qu'est née une des plus belles théories de la physique moderne, la gravitation quantique à boucle. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle dit cette théorie? Et sur quoi elle se base? Bon, jusqu'ici, on a vu pourquoi la gravité refuse de coopérer avec la mécanique quantique, et comment la théorie des cordes propose une solution en introduisant des dimensions cachées et des cordes vibrantes. Mais il existe une autre approche plus radicale. Et si l'espace lui-même était quantique? Et non, c'est pas juste une idée poétique. C'est tout l'objectif de la gravité quantique à boucle. Une tentative pour quantifier directement la structure de l'espace-temps sans rien ajouter, sans dimension supplémentaire et surtout sans toile de fond. On va plonger ici dans les bases de cette théorie, où l'espace n'est plus continu, mais granulaire, tissé, pixelisé. Mais repenser à Einstein, ce n'est pas quelque chose de facile, au contraire, à moins qu'on trouve son fondement et qu'on l'utilise contre elle. Parce que la relativité générale, telle qu'Einstein l'a formulée, repose sur une entité centrale,
la métrique. C'est elle qui dit comment mesurer une distance, un angle, un intervalle de temps. Mais quand on veut quantifier cette métrique, les maths deviennent infernales. C'est alors qu'en 1986, un physicien indien, A.B.H. Tekar, propose une révolution. Reformuler la relativité générale avec des variables plus simples, plus proches de celles qu'on utilise en mécanique quantique. Plutôt que de manipuler des longueurs d'onde ou des distances, Tekar introduit des nouvelles métriques. On retrouve par exemple le champ de connexion nommé AA, et qui est un peu comme un champ magnétique, c'est-à-dire qu'il décrit comment l'espace s'enroule localement. On retrouve aussi une autre métrique un peu spéciale, la densité de triade, qu'on appelle EE, et qui encode les longueurs de l'espace dans cette nouvelle version de la relativité. Résultat, on obtient une version de la relativité qui ressemble beaucoup à une théorie de jauge, comme celle utilisée pour décrire les autres forces fondamentales. Et surtout, on peut l'appliquer aux méthodes de quantification classiques. C'est un peu comme si on remplaçait un vieux moteur rouillé par un moteur neuf, parfaitement compatible avec les outils de la mécanique quantique. Maintenant qu'on peut quantifier l'espace-temps, une idée incroyable apparaît. Et si l'espace n'était pas continu, mais composé de petites unités indivisibles, un peu comme la matière est faite d'atomes? C'est ici qu'intervient le concept central de la gravitation quantique à boucle, les réseaux de spin. Mais alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des graphes quantiques. Chaque nœud représente des grains de volume, qu'on appelle aussi quanta comme on l'a vu avant. Et les arêtes qui relient les nœuds portent des spins, des nombres quantiques qui codent des surfaces. Et pour 98% d'entre vous, ce que je viens de dire, c'était plus compliqué que du chinois. Alors, laissez-moi simplifier. Imagine une toile d'araignée ou un filet de pêche suspendu dans le vide. Chaque nœud du filet est un minuscule paquet d'espace, et chaque fil entre les nœuds représente une surface qui sépare deux zones. Ce n'est plus une nappe lisse, mais une structure tissée, où l'espace est constitué d'un réseau mesuré. Ces réseaux de spin ne sont pas une approximation de l'espace, ils sont l'espace, à l'échelle la plus fondamentale. Et ce qui est vraiment nouveau avec la gravitation quantique à boucle, c'est que même des choses aussi basiques que la surface ou le volume deviennent quantifiées. Mais alors ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement qu'on ne peut pas mesurer n'importe quelle surface ou n'importe quel volume. Il existe une valeur minimale, une sorte de grain fondamental de l'espace. Un peu comme si l'espace était fait de pixels ou de petits cubes indivisibles. On peut avoir un volume, 2 volumes, 3 volumes, mais jamais 2,3 ou 2,7 fois ce volume de base. Il n'y a pas d'espace entre deux grains exactement, comme il n'y a pas d'entier entre 1 et 2. C'est comme si tu zoomais sur un tableau. À distance, tout semble lisse et continu. Mais en zoomant, tu découvres qu'il est fait de petits points de peinture, de pixels fondamentaux. L'espace-temps, dans cette théorie, est granulaire. Et ce grain est fondamentalement pas une imperfection. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'air minimal est de l'ordre de 10 puissance moins 70 mètres carrés. Et le volume minimal, lui, est autour de 10 puissance moins 105 mètres cubes. Autrement dit, bien en dessous de tout ce qu'on peut imaginer mesurer. Mais conceptuellement, c'est essentiel. Et c'est précisément de là d'où vient le nom de gravitation quantique à boucle. Dans cette formulation, les états de l'espace-temps sont représentés par des boucles fermées, les boucles de Wilson. Et l'un des points les plus ultra importants de cette approche, c'est qu'on ne part pas d'un espace vide. Il n'y a pas de géométrie en arrière-plan. La géométrie émerge des boucles et de leur enchevêtrement. C'est comme si tu construisais un bâtiment sans sol au départ. Le sol se crée au fur et à mesure que tu poses les briques. Dans cette magnifique théorie, l'espace n'est pas un décor. C'est le produit des relations quantiques entre les boucles. Cette vision pixelisée de l'espace est un des grands principes hérités de la relativité générale, mais qui est très difficile à intégrer dans la physique quantique standard, chose qui est prise très au sérieux dès le départ par la gravitation quantique à boucle. Bon, jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de l'espace, mais qu'en est-il du temps? Dans la physique classique, on fige le temps pour étudier l'espace à un instant donné. Mais pour décrire l'évolution de l'espace quantique, on utilise une autre structure, les spinforms. Ce sont des sortes de films 4D formés de réseaux de spin qui évoluent dans le temps. Alors oui, je sais c'est pas forcément évident, mais on va voir ça différemment. Imagine un folioscope. Vous savez les livres où on représente le mouvement en faisant défiler les pages à une certaine vitesse. Sauf qu'ici, chaque page représente un réseau de spins statiques, une sorte d'image figée de l'espace. Et quand tu tournes les pages, l'espace change. Les spinforms, ce sont ces transitions, la colle entre les pages. C'est la dynamique quantique de la géométrie.
Ce qu'on vient de voir, c'est un changement complet de point de vue. L'espace-temps n'est plus une nappe continue, c'est un tissu discret fait de nœuds et de fils quantiques. Ses propriétés géométriques, comme l'air ou le volume, sont quantifiées, comme l'énergie dans un atome. Et sa dynamique est décrite par des structures en évolution, les spinforms. C'est ça la vision de la gravitation quantique à boucle. Une vision audacieuse, mathématiquement exigeante, mais profondément enracinée dans les principes d'Einstein et de la physique quantique. On pourrait s'arrêter là. La physique quantique et la relativité générale ne font plus qu'un. C'est ce qu'on voulait. Mais maintenant, on va aller encore plus loin. On va aller voir les tréfonds de cette théorie. Et quand on commence à creuser un peu, une question apparaît. Si le temps lui-même est émergent, comment expliquer le flux du temps? Et surtout, qu'est-ce que le temps dans une théorie sans espace-temps de fond? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que si l'espace et le temps ne sont plus les fondations, mais des structures émergentes, alors il faut totalement repenser notre façon de décrire le changement, le mouvement, la causalité. Dans un univers sans toile de fond, sans repère fixe, comment dire qu'un événement arrive après un autre? Comment reconstruire la même notion d'avant et d'après, quand il n'y a plus de montre universelle qui tic-tac quelque part? Eh bien, c'est exactement ce que la gravité quantique à boucle essaie de faire. Elle propose une toute nouvelle manière de penser la dynamique de l'univers. Non plus à partir d'un temps qui s'écoule, mais à partir des relations entre les états quantiques de la géométrie. Alors, pour comprendre tout ça, on va plonger dans l'un des concepts les plus puissants et les plus étrangers de la théorie, les spinforms. Un monde où l'évolution ne se déroule pas dans le temps, mais à travers les structures elles-mêmes. Parce que comme on l'a vu, à une toute petite échelle, l'espace n'est pas continu, mais granuleux. Il est comme composé de briques, un véritable Lego cosmique. Mais si l'espace est fait de grains, comment bouge-t-il? Comment ces blocs d'espace évoluent? Et surtout, où est passé le temps? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et vous allez voir que la gravitation quantique à boucle propose une idée profondément contre-intuitive. Le temps n'est peut-être pas fondamental. Il serait une illusion. Mais avant même de parler de gravité quantique, il faut se rappeler que la relativité générale d'Einstein a déjà mis un gros coup dans l'idée de temps universel. Eh bien oui, souvenez-vous. Dans la vision newtonienne, il existait un temps absolu universel, qui s'écoule pour tout le monde de la même façon, où qu'on soit dans l'univers. Mais la relativité, elle, nous dit tout autre chose. Le temps s'écoule différemment selon la vitesse à laquelle tu bouges. Il ralentit près des champs gravitationnels puissants. Il peut se dilater, se contracter et même sembler se figer pour certains observateurs. Donc déjà ici, le temps dépend du contexte. Il n'est plus une toile de fond neutre, mais une variable dynamique liée à l'espace. Et maintenant, avec la gravité quantique, on pousse cette idée encore plus loin. Tout simplement parce que dans les équations fondamentales de la gravitation quantique à boucle, il n'y a pas de variable temps explicite. Le temps ne figure nulle part dans la formulation canonique de la théorie. Et aussi fou que ça puisse paraître, ce n'est pas un oubli. Au contraire même, c'est voulu. Parce qu'à l'échelle de Planck, le temps n'existe pas au sens classique. C'est ce qu'on appelle parfois le problème du temps en gravité quantique. Mais du coup, comment décrire le changement dans un monde où le temps ne figure plus parmi les variables fondamentales? Autrement dit, comment décrire une dynamique sans temps? Eh bien, pour y répondre, la théorie va passer à travers les relations entre états d'espace. Parce que, si vous vous souvenez bien, un état d'espace est représenté par un réseau de spins. Un graphe abstrait avec des nœuds et des liens, chacun portant un quantum de volume ou d'air. Donc plutôt qu'à d'avoir un espace continu qui bouge dans le temps, on a une succession de réseaux de spins qui se transforment les uns en les autres. Imagine un film d'animation en stop motion. Chaque image est une photographie figée d'une scène, une position, une forme, un décor. Et quand tu fais défiler rapidement toutes les images, ton cerveau perçoit un mouvement fluide. Eh bien, dans la gravitation quantique à boucle, c'est un peu pareil. Chaque réseau de spin est une image d'un état de l'espace. Et l'ensemble de toutes les transitions possibles entre ces réseaux, et comme on l'a vu rapidement tout à l'heure, ça donne un objet qu'on appelle un spinform. C'est la trame dynamique qui relie tous les réseaux. Elle décrit l'évolution de la géométrie. Mais attention, cette évolution n'est pas dans le temps. Elle est le temps. Alors si le temps n'est pas fondamental, d'où vient notre sensation du passé, présent ou futur? Eh bien, une des réponses probables serait de dire que le temps émerge. Un peu comme la température.
Par exemple, on sait qu'une molécule toute seule n'a pas de température. Mais si on prend des milliards de molécules qui s'agitent et se frottent les unes aux autres, là, tu peux définir une température moyenne. De la même manière qu'un état quantique individuel n'a pas de temps en soi. Mais lorsqu'on regarde des configurations collectives de réseaux de spin à grande échelle, une sorte de temps moyen pourrait émerger. Autrement dit, ce qu'on appelle le temps pourrait n'être qu'un effet à l'échelle macroscopique, l'échelle où notre œil est capable de voir. Ce serait comme un ordre statistique, une impression de flux qui naît quand des structures fondamentales interagissent. Mais est-ce qu'on a des preuves? Est-ce que c'est testable? Ça, c'est une bonne question. Dans les équations de cette magnifique théorie, eh bien, on peut en principe calculer les probabilités de transition entre différents états géométriques. Et ça, notamment grâce aux spinforms. Ça permettra un jour de faire des prédictions sur des phénomènes où le continu de l'espace-temps casse. Des endroits où notre logique perd tout son sens, comme l'intérieur des trous noirs, au tout début de l'univers, juste après le Big Bang, ou dans des expériences extrêmes d'énergie. Et là, on pourrait tester indirectement l'émergence du temps, ou peut-être au moins l'existence de cette géométrie quantique. Alors, il y a eu pas mal d'infos, mais pas de panique, petite synthèse. On vient de voir que dans la gravité quantique à boucle, le temps n'est plus un fondement, mais une conséquence. En fait, on décrit la dynamique par des transitions entre réseaux de spin, via les spinforms, ce qui permet de donner une vision pixelisée et quantifiée du changement. En réalité, le temps tel qu'on le connaît émerge statistiquement, comme la température. Et un jour, peut-être, cette approche permettra de mieux comprendre le Big Bang, les trous noirs, ou la nature même de la réalité. Bon, maintenant qu'on a compris les grandes lignes de la gravitation quantique à boucle, on va se poser une question essentielle. À quoi ça sert concrètement? Est-ce que cette théorie, purement théorique, peut dire quelque chose de testable sur notre univers réel? Eh bien oui. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que la gravitation quantique à boucle prédit des choses très intéressantes. Surtout dans les régimes extrêmes, là où la gravité classique s'effondre et où la relativité générale est dépassée. Prenons le cas des trous noirs. Classiquement, un trou noir est une région de l'espace-temps tellement courbée que rien ne peut en sortir, même pas la lumière. Et si on va jusqu'au centre, boum, singularité. Un point où la densité devient infinie, où l'espace-temps s'effondre et où nos équations ne veulent plus rien dire. Mais dans la gravité quantique à boucle, ce scénario est remplacé. La singularité est éliminée. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'espace lui-même ne peut plus se comprimer indéfiniment. Il est granulaire, quantifié, structuré en petits volumes minimaux, donc impossible de descendre en dessous. Résultat, quand la matière s'effondre dans un trou noir, elle rebondit au lieu de s'écraser dans une singularité. Ce rebond donne lieu à un astre purement hypothétique, mais incroyablement fascinant, une étoile de Planck. Parce qu'en soi, l'étoile de Planck, c'est un peu comme là une sortie quantique d'un trou noir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, l'idée, c'est que dans le cœur du trou noir, la densité atteint un seuil critique, où les effets de la gravité quantique deviennent dominants. C'est comme si la pression quantique, celle des grains d'espace, prenait le dessus sur l'effondrement gravitationnel. Et à ce moment-là, un phénomène radical se produit. La courbure de l'espace-temps s'inverse. L'objet cesse de s'effondrer et rebondit. Ce rebond peut produire une structure très dense, très petite, mais stable pendant un certain temps. On vient d'assister à la naissance d'une étoile de Planck. Un objet ultra compact, plus petit qu'un atome, mais contenant toute la masse du trou noir initial. Une sorte d'historique complet et miniature de l'information absorbée par le trou noir. Une carte SD qui peut stocker des dizaines de millions d'années d'informations, et qui pourtant ne dépasse pas la taille d'un atome. Mais c'est pas tout. Avec le temps, cette étoile pourrait relâcher l'information piégée dans le trou noir, et même s'ouvrir sous une forme d'un jaillissement de matière ou de rayonnement, après une très longue période. Une sorte de renaissance quantique du trou noir, ou pourquoi pas, un nouveau Big Bang. Ouais, vous avez bien entendu. Mais comment c'est possible? Eh bien, si vous ne le savez pas, la relativité générale nous dit que les trous noirs ne sont pas immortels. Ils s'évaporent doucement, mais sûrement, guidant les trous noirs vers une mort certaine. Et ce processus d'évaporation, il a un nom. C'est le rayonnement, ou l'évaporation de Hawking. En fait, les trous noirs perdraient de la masse en émettant un rayonnement thermique, jusqu'à disparaître complètement au bout de plusieurs milliards d'années. Mais ce modèle posait un énorme problème. Où va l'information? Eh bien oui, parce que selon la physique quantique, l'information ne peut pas disparaître. Mais
dans un trou noir, elle semble perdue à jamais. Et c'est là que l'étoile de Planck entre en jeu, parce qu'elle pourrait simplement stocker l'information pendant des milliards d'années et la relâcher à la fin de l'évaporation sous forme d'un petit souffle lumineux. Résultat, plus de singularité, plus de perte d'information et une résolution possible du paradoxe de l'information des trous noirs. Mais c'est pas tout. La gravitation quantique à boucle permet aussi de remonter le temps jusqu'à l'origine de l'univers. Et ce qu'on découvre est encore plus fou. Et si on applique cette théorie à l'univers tout entier, en supposant qu'il est homogène et isotrope, et donc qu'il est le même partout, on obtient ce qu'on appelle la Loop Quantum Cosmology, ou LQC. Et là, surprise, le Big Bang disparaît. Ce qu'on pensait être l'origine de l'univers s'envole des tables où sont posés des calculs prodigieux. Il n'y a plus de Big Bang. Non. À la place, on a un Big Bounce. Mais à quoi ça correspond? Eh bien, pour y répondre, la gravitation quantique à boucle nous emmène loin dans le passé. Tellement loin qu'on se retrouve quelques instants avant le commencement. En fait, la théorie nous dit que l'univers ne part pas d'un point infiniment petit, mais qu'il existait déjà quelque chose avant le Big Bang. Un univers précédent, en contraction, qui s'est effondré jusqu'à une densité critique, et qui a rebondi pour donner naissance au nôtre. Et là encore, grâce à la structure granulaire de l'espace, il existe une densité maximale au-delà de laquelle le rebond est inévitable. Alors c'est pas juste une hypothèse philosophique. Ce rebond peut laisser des traces dans les toutes premières fluctuations de l'univers, observables dans le fond diffus cosmologique, la plus vieille lumière de l'univers, une sorte de rayonnement fossile du Big Bang. C'est pas évident à imaginer ce concept. C'est pour ça que je vous propose d'imaginer un trampoline. Vous sautez dessus, puis plus vous descendez, plus la toile se tend, jusqu'à un point de résistance maximale. Vous ne pouvez plus aller plus bas, parce que la toile devient trop tendue, trop rigide. Et à ce moment-là, boum, tu rebondis. L'énergie accumulée vous renvoie vers le haut. Eh bien, le Big Bang, c'est un peu ça. L'univers, au lieu de s'effondrer dans une singularité infinie, comme un Big Bang classique, aurait atteint une sorte de toile cosmique quantique. Un seuil de densité maximale dicté par la structure granulaire de l'espace. Et au lieu de s'écraser, il aurait rebondi, donnant naissance à notre univers actuel. Donc au lieu d'un commencement absolu, on aurait eu un retour de flamme cosmique. Un rebond d'un univers précédent. Ça nous fait une belle jambe de se visualiser tout ça. Mais est-ce que ces prédictions sont testables? Eh bien là, on touche à un des points les plus puissants de la théorie. Parce que oui, elle est testable. Du moins indirectement. Par exemple, certaines visions de la gravitation quantique à boucle suggèrent qu'elle pourrait atténuer certaines irrégularités dans l'univers primitif. Des fluctuations d'énergie trop fortes qui, sans ça, devraient apparaître partout. Et justement, dans ce fond diffus cosmologique, cette lumière fossile qui baigne tout l'univers, on a repéré quelques anomalies étranges. Des zones un peu plus calmes que prévu. Alors, peut-être que ce n'est rien. Mais peut-être aussi que c'est la signature discrète d'un espace-temps quantique. Autre piste super intéressante, les zones gravitationnelles primordiales. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont tout simplement des sortes de vibrations de l'espace-temps, qui auraient été créées juste après le début de l'univers. Et si notre univers vient d'un rebond, un Big Bang plutôt qu'un Big Bang classique, alors ces ondes auraient une forme bien particulière. Et si un jour on arrive à les détecter, eh bien leur signature pourrait trancher entre deux scénarios. Un univers qui démarre à partir de rien, ou un univers qui renaît d'un autre. Quoi qu'il en soit, cette théorie s'inscrit comme étant une candidate sérieuse pour notre fameuse théorie du tout. Mais ce n'est pas la seule. Et avant de voir les avantages ou les inconvénients de la gravitation quantique à boucle, on va faire un petit résumé. Bon, déjà, cette théorie peut totalement changer notre vision de l'univers. Elle supprime les singularités, qu'elles soient dans les trous noirs ou au commencement de l'univers. En supprimant la singularité du Big Bang, elle introduit une structure minimale de l'espace, un seuil de densité au-delà duquel l'énergie et la matière rebondissent. De ce fait, elle permet une origine rebondie de l'univers, le Big Bang. Et ça c'est fou. Avec la même logique, elle offre une explication possible à la fin des trous noirs, les étoiles de Planck, véritable historique de l'information emmagasinée par les trous noirs tout au long de leur vie. Mais le plus important, c'est qu'elle ouvre la voie à des tests observationnels indirects, ce qui n'en fait plus un modèle juste spéculatif, mais une vraie théorie physique. En bref, la gravité quantique à boucle, ce n'est pas juste une jolie idée mathématique, c'est une vision nouvelle de l'espace-temps,
qui pourrait bien nous aider à comprendre les mystères les plus profonds de notre univers. Des trous noirs à l'origine du cosmos, du temps qui rebondit à la matière qui renaît. On est peut-être en train de poser les bases d'une nouvelle cosmologie quantique. Bon, maintenant qu'on a bien exploré les fondations et les applications de la gravitation quantique à boucle, il est temps de la remettre en contexte. Parce que, comme on l'a vu, elle n'est pas la seule théorie en lice pour être la théorie du tout. Une théorie qui expliquerait tous les phénomènes de l'univers, peu importe l'échelle. D'autres visions du monde existent, comme la théorie des cordes, ou les approches plus récentes basées sur l'information ou les réseaux de causalité. Mais alors, où en est-on vraiment avec la gravitation quantique à boucle? Qu'est-ce qui la rend crédible? Mais aussi, quels sont ses points faibles? Bon, déjà, sans parler de réels avantages, la gravitation quantique à boucle a de nombreux points forts. Premier gros point fort, c'est l'indépendance du fond. C'est même l'un des plus gros atouts de la LQC. Je m'explique. Cette théorie ne suppose aucun espace-temps fixe en arrière-plan. Autrement dit, elle ne place pas ses équations dans un décor prédéfini. Elle construit le décor lui-même. Et ça, c'est totalement en phase avec l'esprit de la relativité générale, où l'espace-temps est dynamique, courbé par la matière. Elle pousse cette idée jusqu'au bout. Elle quantifie l'espace-temps au lieu de poser un espace figé et de le remplir. C'est un peu comme si, au lieu de dessiner un jeu de société sur un plateau rigide, tu fabriquais les cases du jeu elles-mêmes à partir de petites briques case par case, sans avoir besoin d'un tapis en dessous. Deuxième gros point fort, c'est la numérotation naturelle de l'espace. Air, volume, longueur ne peuvent prendre que certaines valeurs précises, un peu comme des pixels. Et cette granularité, ce côté quantifié, protège une théorie contre les infinis qui pose problème dans les autres modèles. C'est exactement ce qui permet à cette théorie d'éviter la singularité du Big Bang, ou de proposer une structure à l'intérieur des trous noirs. Enfin, la gravitation quantique à boucle repose sur des bases mathématiques solides. Elle utilise des outils issus de la géométrie différentielle, de la topologie, de la théorie des représentations. Et c'est une construction mathématique robuste, testée, cohérente. On est très loin des idées floues. Chaque objet mathématique est clairement défini, calculable, vérifiable au niveau formel. Mais évidemment, tout n'est pas rose. Mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, le lien entre les particules et le modèle standard reste flou. C'est sans doute le talon d'Achille de cette théorie aujourd'hui. Autant elle décrit très bien la géométrie quantique de l'espace-temps, autant elle a du mal à intégrer la matière, les particules, les interactions électromagnétiques faibles ou fortes. En fait, elle ne prédit pas naturellement les quarks, les électrons et d'autres particules. Contrairement à la théorie des cordes, qui, elle, incorpore dès le départ des objets qui ressemblent à des particules. Donc, pour faire le pont entre la géométrie quantique et les particules, il reste encore du chemin. Un autre problème, c'est l'énorme complexité de ce modèle. Parce que, mathématiquement parlant, la gravitation quantique à boucle est très dense, très technique. Manipuler les réseaux de spin, les opérateurs quantiques de géométrie, les amplitudes de transition dans la version spin-foam ou toute autre propriété, ça demande une maîtrise extrême de l'outil mathématique. Et parfois, ça crée une barrière à l'entrée, même pour les chercheurs. Mais le point le plus désavantageux, c'est sans doute son manque de popularité. Parce qu'elle est bien moins médiatisée que la théorie des cordes. Et oui, faut l'admettre, la théorie des cordes a pris une avance médiatique énorme. Elle a attiré plus de chercheurs, plus de financement, plus de hype. Beaucoup de gens entendent parler des cordes, des 11 dimensions, de la supersymétrie. Mais très peu ont entendu parler des réseaux de spin, de quantification canonique ou de spin-foam. Et ça, c'est un effet réel. Moins de visibilité, moins de résultats publiés, moins de pression pour la tester expérimentalement. Mais ce n'est pas parce qu'elle est moins connue qu'elle n'a pas pour autant été testée. Mais d'ailleurs, où est-ce qu'on peut retrouver ces prédictions vérifiables? Eh bien, c'est là la grande question. Une théorie scientifique doit être testable. Et même si la gravitation quantique à boucle commence à faire quelques prédictions indirectes, comme les anomalies du fond diffus cosmologique ou encore la signature du Big Bounce, on est encore loin d'une validation expérimentale claire. Et en plus du fait que la gravité quantique, en général, reste hors de portée des accélérateurs actuels. Et les signaux cosmologiques sont difficiles à distinguer du bruit de fond. Mais on progresse. Et au fait, on n'a pas parlé, mais on a un autre problème. Qu'est-ce qu'elle devient la matière dans cette théorie? Eh bien, on ne sait pas trop. On commence à explorer des idées, ajouter des champs de matière sur des réseaux de spin, ou faire émerger les particules comme des défauts géométriques, des excitations particulières de l'espace-temps. Et pour l'instant, il manque encore un lien clair entre la LQG et le monde réel des particules. En fait,
on a une géométrie qui tient la route. Mais maintenant, il faut chercher des habitants de cette géométrie. Donc, si on fait le point, la gravitation quantique à boucle, c'est une théorie solide, mathématiquement cohérente et fidèle à l'esprit de la relativité. Elle résout de vrais problèmes, comme les singularités ou les infinis. Elle propose des idées testables, même si c'est encore indirect. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, elle n'est pas encore reliée complètement à la matière. Elle reste mathématiquement très technique, et elle souffre d'un déficit de visibilité par rapport aux autres théories. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une théorie du tout ? Eh bien pas encore. Mais elle est une candidate sérieuse avec une perspective claire. Reconstruire l'univers depuis l'espace-temps lui-même. Et après tout ce qu'on vient de voir, dès ses fondations mathématiques jusqu'à ses applications au trou noir et au Big Bang, une question se pose. Est-ce que cette théorie change vraiment notre manière de voir l'univers ? Eh bien la réponse est simple. Tout. Elle change littéralement tout. Car au-delà des équations, la gravitation quantique à boucle nous propose une vision radicalement différente du réel. Déjà, si elle s'avère vraie, alors l'espace et le temps ne sont plus ce qu'on croyait. Je m'explique. Pendant des siècles, on a imaginé l'espace et le temps comme des contenants. Un peu comme un grand échiquier vide sur lequel on pose des pièces de jeu. Les objets se déplacent dans l'espace. Les événements se succèdent dans le temps. Mais eux, les contenants, restent là, fixes, passifs. Et bien, la gravitation quantique à boucle a juste démoli cette idée. Dans cette approche, l'espace et le temps ne sont pas des décors, mais des acteurs. Ils sont eux-mêmes construits, pixelisés, quantifiés à partir de structures fondamentales, les réseaux de spin. Il n'y a pas un espace dans lequel tout se joue. L'espace, c'est ce qui émerge du jeu lui-même. Et le temps alors ? Eh bien, encore plus surprenant et contre-intuitif, le temps ne s'écoule pas comme un fleuve. Il est relationnel, lié à des changements d'état, à des interactions. Et dans certaines versions de la théorie, le temps n'existe même pas comme entité indépendante. C'est comme si, en zoomant suffisamment, on découvrait que le film de l'univers n'était pas une vidéo continue, mais une succession de diapositives, un enchaînement de transitions sans fluide temporel. Et donc, d'après tout ça, ça voudrait dire que l'univers n'est pas qu'un décor, c'est un processus. Dans cette perspective, l'univers n'est plus une scène, mais une pièce de théâtre en perpétuelle transformation. Il ne propose plus sur un fond fixe, mais se construit à chaque instant par des relations entre ces éléments. Ce que cette théorie nous propose, c'est en fait une vision dynamique du réel, un monde fait d'événements, de boucles et d'échanges d'informations. L'univers devient un processus auto-organisé, un peu comme un grand réseau social quantique, où tout dépend de tout. Mais mine de rien, et malgré son manque de popularité, cette théorie est une vraie révolution. Mais est-ce que ça en fait une théorie totalement unifiée ? Eh bien, malheureusement non. Cette théorie, aussi élégante soit-elle, n'est pas encore complète. Elle décrit l'architecture de l'espace-temps, mais pas encore les habitants de cette architecture, les particules fondamentales. L'un des plus grands défis à venir, c'est donc de réunifier la gravitation quantique à boucle avec le modèle standard, c'est-à-dire intégrer la matière comme les quarks ou encore les neutrinos, et intégrer les champs de force, qu'ils soient électromagnétiques ou nucléaires. Plus tard, quand on aura suffisamment avancé, il faudra peut-être intégrer la conscience de l'observateur, à la frontière de la physique et de la philosophie. Autrement dit, la gravitation quantique à boucle n'est pas encore une théorie du tout, mais elle en constitue un pilier majeur. Elle fournit le squelette, la structure profonde de l'univers, sur lequel les autres forces vont venir se greffer. Et sans l'air de rien, avec cette révolution conceptuelle, viennent plein de questions fascinantes. Peut-on observer les pixels de l'espace ? Est-ce que cette granularité de l'espace laisse des traces mesurables ? Par exemple, dans les ondes gravitationnelles primordiales, ou dans le fond diffus cosmologique. Peut-être qu'un jour, avec des instruments ultrasensibles, on pourra voir les bords de ces grains d'espace, comme on voit les pixels d'un écran très zoomé. Mais aussi des questions beaucoup plus humaines, comme par exemple, est-ce que cette théorie est une révolution philosophique ? Eh bien, c'est là que cette théorie dépasse la physique. Elle touche à notre rapport au monde, la philosophie. Parce que c'est vrai ça. Si on admet une seconde que la théorie soit vraie, que l'espace-temps ne soit qu'un gigantesque filet où le temps dépend des interactions, entre les nœuds de ce filet, le réel est-il calculable ? Eh bien oui. Parce que si l'espace est quantifié, discret, fini dans sa structure, alors peut-être que tout l'univers est programmable. Comme une gigantesque simulation physique,
Ou au contraire, est-ce que la complexité du réel dépasse ce qu'on ne pourra jamais formaliser? Par là, je veux dire que le monde est-il fait de relations ou de choses palpables, comme des objets? Eh bien ça, c'est une idée très forte portée par la gravitation quantique à boucle et partagée par la mécanique quantique. Il n'existe pas d'objets isolés. Tout ce qui existe par ses interactions, ses connexions avec le reste. Les distances, les formes, le temps lui-même ne sont que le résultat de ces relations. C'est une pensée proche de certaines philosophies orientales ou de l'approche bouddhiste. Le monde est un réseau d'interdépendance, et non une collection d'entités séparées. Alors voilà, la gravitation quantique à boucle, ce n'est pas juste une tentative pour combler un trou dans nos équations. C'est une nouvelle ontologie, une nouvelle cosmologie, une manière de voir l'univers comme un tissage dynamique de relations, où l'espace, le temps et même la réalité émergent des interactions les plus fondamentales. Est-ce la bonne voie? Eh bien, on ne sait pas encore. Mais ce qu'elle nous offre, c'est une boussole pour explorer autrement l'univers. Alors, que retenir de ce long voyage à travers les profondeurs de l'espace-temps? On a exploré l'une des théories les plus audacieuses du XXe et XXIe siècle, la gravitation quantique à boucle. Son ambition est claire, réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique, deux piliers de la physique moderne qui jusqu'ici refusent de cohabiter. Et pour ça, elle propose une approche radicalement nouvelle. L'espace et le temps ne sont plus continus, mais pixelisés à une échelle infiniment petite, l'échelle de Planck. L'univers ne serait plus un contenant, mais un réseau quantique de relations géométriques. Les singularités, comme celle du Big Bang ou des trous noirs, disparaissent, remplacées par des processus quantiques bien définis, complexes et encore improuvables. C'est comme ça que sont nés des concepts totalement fous comme le Big Bounce, les étoiles de Planck ou encore les rebonds cosmiques. Et même si cette théorie n'a pas encore livré toutes ses preuves expérimentales, elle représente un changement de paradigme profond. Elle bouleverse notre compréhension de ce qu'est le réel en suggérant que la structure même de l'univers est granulaire, dynamique et fondée sur l'information. En ce sens, la gravitation quantique à boucle est bien plus qu'une tentative technique. C'est une reconstruction complète de notre rapport au monde, où le décor devient acteur, et où le flux du temps devient un phénomène émergent, et où la géométrie devient quantique. Mais il faut aussi garder la tête froide, parce que pour l'instant, la gravitation quantique à boucle n'a pas été falsifiée, ni confirmée. Elle ne fournit pas encore de prédictions directes que l'on puisse vérifier facilement. Elle a aussi encore du mal à intégrer toute la richesse du modèle standard, comme la matière, comme on l'a dit, les interactions ou encore les différentes symétries. Enfin, elle reste très complexe sur le plan mathématique, et moins médiatisée que d'autres approches comme la théorie des cordes. Mais malgré tout ça, il faut noter que cette théorie, elle résout bien des problèmes. Elle évite les infinis, ce qui est extrêmement important en physique quantique, parce que là-bas, ils n'ont aucun sens. Elle est indépendante du fond, donc elle ne suppose pas un espace-temps donné. Et puis, elle fait des prédictions indirectes testables dans les décennies à venir. Par exemple, via les traces laissées dans le fond diffus cosmologique, ou les ondes gravitationnelles primordiales. Bref, la route est encore longue pour accepter ou réfuter cette incroyable théorie. Mais c'est pas tout. Parce que si d'un point de vue scientifique, les questions sont résolues une par une, d'un point de vue philosophique, c'est une autre affaire. Parce que la gravitation quantique à boucle nous force à poser des questions surprenantes. Et si l'espace lui-même était codé comme une gigantesque trame quantique? Et si le réel n'était pas fait de choses, mais de relations? Et si notre intuition d'un monde lisse et continu était simplement une illusion d'échelle? Une chose est sûre, nous sommes peut-être aujourd'hui, avec cette théorie-là et d'autres, comme la théorie des cordes, à l'aube d'un tournant historique. Un de ces moments où la science ne se contente pas de progresser. Elle change de regard. Elle ose repenser ce qu'elle croyait acquis. Alors, la gravitation quantique à boucle, impasse ou futur de la physique? Eh bien, on ne peut pas encore trancher. Une chose est sûre, c'est qu'elle a déjà changé la manière dont on rêve l'univers. Et parfois, c'est en changeant notre manière de rêver qu'on finit par découvrir une vérité plus profonde. On sait maintenant expliquer la gravité, ce qui est remarquable. Mais on va très vite être confronté à un autre problème qui va directement nous mener à la gravitation quantique à boucle. Et ce problème, il arrive lorsqu'on découvre l'existence de ces fameux trous noirs. Schwarzschild, un très grand scientifique, avait déjà prédit leur existence en 1916. Ça veut dire qu'il savait que les trous noirs existaient avant même qu'on en découvre. Et ça, seulement grâce à la théorie de la relativité générale. C'est quand on découvre ces astres, ou plutôt ces régions de l'univers,
que tout bascule. Globalement, on comprend notre univers à grande échelle. On comprend la gravité, sa nature et pourquoi les objets massifs s'attirent. Un trou noir, on pourrait le définir finalement comme une sorte de limite entre notre univers et un univers qu'on ne peut pas observer. Un peu comme si on rentrait dans une autre sorte d'univers. Les trous noirs, ce sont des régions de l'espace-temps. Ce ne sont pas des objets célestes, c'est vraiment des régions dans l'univers, des régions de l'espace-temps. Sauf que ces régions, elles ne sont pas comme les autres. Elles sont bien différentes. Quelque chose de très très dense avec une densité énorme. C'est-à-dire quand on cherche à quitter la surface d'une planète, il faut une fusée qui va suffisamment vite pour s'en éloigner. Un trou noir, c'est défini comme un objet où il faudrait dépasser la vitesse de la lumière pour pouvoir en échapper. Si un trou noir empêche la lumière de s'échapper, c'est parce qu'il a une gravité qui est extrêmement forte. Et comme on l'a dit, plus la gravité est forte, plus ça veut dire qu'on courbe fortement l'espace-temps. Et bien en fait, un trou noir est tellement dense et tellement massif qu'il courbe l'espace-temps, comme jamais nous ne l'avions vu auparavant. Il n'y a rien, à notre connaissance, qui courbe l'espace-temps autant qu'un trou noir. Et ça, c'est simplement dû au fait qu'il est très dense. Imaginez la Terre, notre planète, qui courbe l'espace-temps. Mais la Terre, elle n'est pas très dense. Si vous condensez toute la masse de la Terre dans une région plus petite qu'un atome, vous allez créer un trou noir puisqu'il y aura énormément de matière en un seul endroit de l'univers, créant une attraction gravitationnelle si forte que la lumière ne pourra même pas s'en échapper. Plus une certaine quantité de masse est compressée dans une certaine taille, plus la courbure sera grosse. Et donc il existe des régions dans l'univers où une grande quantité de masse est compressée dans un seul point, dans un tout petit volume. Un volume même égal à 0. Toute matière, toute lumière, toute énergie qui rentrerait dans un trou noir tombe vers un centre. Mais ça tombe vers un centre absolu, un point au milieu du trou noir. C'est quelque chose qui est un petit peu étrange parce que ça veut dire que si on regarde ce point, la masse qu'il y a au centre est énorme. Toute la masse du trou noir est contenue dans un point. Or, un point, ça a une taille qui est 0. Si on veut expliquer la masse du trou noir, il va falloir se dire qu'en ce point-là, il y a une densité d'énergie qui est infinie. C'est le seul moyen de faire 0 fois l'infini égale un nombre fini, qui est la masse du trou noir vue de l'extérieur. Et ces régions donc courbent l'espace-temps tellement vite que la lumière ne peut même pas s'en échapper. Puisqu'en fait la courbure est tellement forte que la lumière n'est même pas assez rapide pour remonter de la courbure. Ce volume égal à 0, c'est ce qu'on appelle une singularité. Au centre, c'est comme s'il y avait une matière tellement dense que nos équations ne fonctionnent plus et qu'il faut aller plus loin. Quand on parle du début de l'univers, on dit que tout est concentré en un point, mais on sait très bien que c'est un problème dans nos équations. Parce que les effets quantiques nous ont toujours empêchés de tout fusionner en un point. On a besoin de quelque chose pour essayer de résoudre le problème. Et c'est là d'où provient le problème. Le problème qui nous mène directement à la gravitation quantique à boucle. Les singularités sont la cause de la plupart des questionnements qu'on a de l'univers. Ce sont des endroits qu'on ne parvient pas à expliquer. Des points indescriptibles, du moins avec la théorie de la relativité générale. L'espace-temps est scindé en minuscules parcelles, toutes liées entre elles. On peut se demander ce qu'il se passe lorsqu'un objet massif vient courber l'espace-temps. Comment la gravitation est expliquée dans ces cas-là, puisque l'objectif à l'origine, je le rappelle, est d'expliquer la gravitation dans le monde de l'infiniment petit. Classiquement, ta masse va courber ton espace-temps, donc va changer toutes les distances autour. Et au niveau quantique, on imagine que la particule, c'est comme quand on jette quelque chose dans un liquide bouillant, voilà, dans de l'eau, ça va faire plein de petites bulles autour. Et c'est exactement la même chose qui va se passer là. Une masse va créer plein de petites boucles, plein de petites bulles de spin autour qui, ensemble, vont créer des déformations de la géométrie qui, quand on va regarder de très loin, ça va être représenté par une courbure de l'espace-temps. Grâce à cette quantification qu'on a faite de l'espace-temps, on pourra finalement comprendre la gravitation dans le monde de l'infiniment petit. À notre échelle, la Lune est attirée par la Terre et inversement, puisque la Terre crée une courbure dans l'espace-temps. Mais à l'échelle du très petit, on va décrire ce phénomène grâce au fait que les petits grains d'espace qui constituent l'espace-temps se déforment. Et c'est assez logique, si l'espace-temps global se déforme, eh bien les plus petits constituants se déforment aussi. Ainsi on décrit la gravité à plus petite échelle dans une structure granulaire. C'est donc là la microstructure de l'espace-temps. Et ce volume minimal, il est super intéressant pour comprendre la physique des trous noirs et aussi pour comprendre le Big Bang. Quand un trou noir courbe l'espace-temps, il ne le courbera pas à l'infini. Il le courbera juste jusqu'à un quanta d'espace. La singularité au centre du trou noir, on a dit que tout tombe en un point. Mais ce que dit la gravité quantique à boucle, c'est qu'un point, ça n'existe pas. On a une petite case, en fait, d'espace-temps. Et donc,
tout ne va pas tomber en un point, mais tout tomberait en gros dans cette case. Et voilà, les singularités n'existent plus. On comprend alors l'intérieur des trous noirs, et on réussit à lisser ces infinis. Avant, l'espace-temps se courbait à l'infini, et tellement il y avait de matière en un seul point, il se déchirait. Mais maintenant, toute la matière du trou noir va se densifier en un de ces quantas d'espace. Un seul, ou peut-être plusieurs. Quand il y a quelque chose qui devient infini, en physique, on se dit que c'est simplement qu'on l'a mal calculé. C'est pas ça. Et la gravitation quantique à boucle va essayer de résoudre ce problème en disant qu'en fait, comme l'espace-temps n'était pas continu mais venait par petits blocs, il y a juste un petit bloc fondamental et on ne pourra pas aller au-delà. Hein, on ne peut pas le réduire on peut pas l'enlever. Voilà. Et ça permet de résoudre des problèmes comme la singularité au centre des trous noirs ou la singularité initiale au Big Bang. C'est se dire aussi qu'une case d'espace-temps ne peut pas avoir une énergie qui dépasse un certain stade. On pourrait ne pas dépasser une certaine énergie, une sorte d'énergie maximale. Si c'est ça, une fois qu'on a rempli une case, c'est seulement la suivante qui pourra être remplie, etc. Et que peut-être le centre du trou noir n'est pas un point, mais peut être un objet peut-être plus large. L'espace-temps se courbe sur une taille de 10 puissance moins 35 mètres, la plus petite taille qui existe à l'échelle de Planck. Donc, les singularités n'existent plus. La gravitation quantique à boucle a permis de lisser ces singularités et a résolu nos problèmes. Il existe un autre phénomène assez connu chez les trous noirs. On l'appelle le rayonnement de Hawking. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais ce rayonnement-là suppose que les trous noirs peuvent mourir, en disant seulement que ces régions s'évaporent au fil du temps. En fait, il existerait des phénomènes quantiques aux abords des trous noirs, faisant que des particules s'échappent du trou noir. Celui-ci donc diminuerait en masse, jusqu'à même disparaître. Plus un trou noir est massif, et plus son évaporation sera lente, pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'années. Donc là, on parle sur des échelles de temps bien plus grandes que l'âge de notre univers. Mais en gravitation quantique à boucle, on va supposer une chose. Alors, il y a des gens qui travaillent sur justement ces aspects-là des trous noirs dans la gravité quantique à boucle, qui disent qu'en rétrécissant, il se pourrait que l'horizon du trou noir atteigne l'objet qu'il y a à l'intérieur. Et d'avoir une transition quantique, comme un effet tunnel, qui fait passer d'un trou noir à un trou blanc. La différence entre un trou noir et un trou blanc, on la connaît. Un trou blanc, c'est l'exact opposé d'un trou noir. Au lieu d'attirer la matière, elle la rejette et l'accélère à des vitesses relativistes. Quand on arrive à des échelles de Planck, en fait, l'objet stable, le véritable objet, ce n'est pas un trou noir, c'est une sorte de superposition entre un trou noir et un trou blanc, qui à un moment, soit ça redevient un trou noir, soit ça redevient un trou blanc. Et on pense que si ce phénomène s'est déjà produit dans l'univers, alors il y aurait des traces, des signatures de ces transitions. Si jamais on en détecte un jour, alors cela constituera une preuve de l'existence physique de la théorie de la gravitation quantique à boucle, puisque jusqu'alors, tout ce qu'on a affirmé depuis tout à l'heure n'est que théorique. On ne sait pas si cette théorie est vraiment possible ou non. On sait qu'elle l'est mathématiquement, et évidemment, elle n'est pas encore achevée. Mais on n'a, pour l'heure, aucune preuve pouvant justifier l'existence de cette théorie. Il faudrait qu'on puisse observer dans l'univers des objets ou des phénomènes prédits par cette théorie, comme par exemple la transition des trous noirs à un trou blanc. Mais tout ça, c'est plus simple à dire qu'à faire. Grâce aux ondes gravitationnelles, aujourd'hui, on a accès à des astres invisibles, entre guillemets. Comme sur le trampoline, c'est que si on commence à bouger sur la toile, en fait, ça va faire vibrer la toile. Hein, elle va bouger un peu. Bon, si on saute, ça va la faire vibrer beaucoup. Et justement, en fait, ces petites vibrations, ou les vibrations de l'espace-temps, c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Donc, quand il y a un objet qui est suffisamment lourd et qui bouge beaucoup dans l'espace-temps, il va faire vibrer l'espace-temps et il va créer des ondes gravitationnelles. D'ailleurs, les mathématiques de cette théorie sont très complexes, ce qui limite forcément la progression de cette théorie. Mais cette théorie reste aussi très discutée. Certains vont dire qu'elle est entre guillemets périmée et qu'il faudrait se pencher sur d'autres théories de la gravitation quantique. Donc expliquer la gravitation dans le monde du très petit, mais d'une autre manière que la gravitation quantique à boucle. Mais si un jour cette théorie venait à être prouvée, alors ça changerait totalement notre perception de l'univers. On va parler de taille réellement petite. Tellement petite qu'on ne comprend pas tout ce monde miniature. Si on imagine que notre grain de sable est grossi à la taille d'un immeuble de 100 mètres de hauteur, alors un atome sera à peu près à la taille d'un petit pois à l'échelle de cet immeuble. De son côté, l'électron serait si minuscule qu'il serait presque impossible à observer à cette échelle, flottant autour du noyau comme une particule extrêmement petite. Je vous avais dit que c'était très petit. Et si on veut donner des chiffres qui font mal à la tête, un atome mesure environ 0,1 nanomètre, et c'est 10 puissance moins 10 mètres, ce qui est 100 milliards de fois plus petit
qu'un mètre. Autrement dit, il faudrait aligner environ 10 millions d'atomes pour atteindre la longueur d'un seul grain de sable. Vous pensez que c'est petit ? Eh bien, attendez de voir l'électron. Cette particule subatomique, située dans le nuage électronique qui entoure le noyau de l'atome, est encore plus petite. Pour être totalement transparent, son diamètre effectif n'est pas précisément connu. Mais on estime qu'il pourrait être de l'ordre de 10 puissance moins 18 mètres, soit des milliards de fois plus petit que l'atome lui-même. Et ce nouveau monde miniature, il est extrêmement intéressant. Il permet aux scientifiques de comprendre pourquoi l'air glisse entre nos doigts alors qu'une table les arrête. Comprendre ce monde, c'est comprendre et expliquer des phénomènes du monde physique ou matériel. Et ce monde, il a un nom, c'est le monde quantique. Mais à quoi ça correspond exactement ? Le monde quantique, ou plus précisément la mécanique quantique, est l'une des branches les plus révolutionnaires de la physique moderne. Ce domaine explore les phénomènes à l'échelle microscopique, là où les objets se mesurent en nanomètres, voire en picomètres comme les électrons, les protons ou les photons. Contrairement à notre monde classique qu'on appelle aussi macroscopique, où les lois de la physique classique de Newton dominent, le monde quantique obéit à des règles profondément différentes, souvent même contre-intuitives. Et dans ce nouvel univers plus petit encore que l'atome lui-même, de nouvelles propriétés voient le jour. Par exemple, les particules peuvent se comporter simultanément comme des ondes et des particules. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et elles peuvent aussi exister dans plusieurs états à la fois, un principe qu'on appelle la superposition quantique. Et elles peuvent aussi interagir de manière mystérieuse et instantanée, même à des distances immenses, ce qu'on appelle l'intrication quantique. Mais vous inquiétez pas, on reviendra sur tous ces termes un petit peu plus tard. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces concepts défient la logique classique. Ils ont non seulement redéfini notre compréhension de la nature, mais ils nous ont aussi donné une naissance à des technologies modernes comme l'informatique quantique, ou encore les télécommunications sécurisées par cryptographie quantique. Mais du coup, que se passe-t-il quand on abandonne les règles habituelles de notre monde classique pour plonger dans ce monde étrange du monde quantique ? Bon déjà, comme notre monde, cette nouvelle dimension miniature possède ses propres règles et propriétés de base. Mais sur quels principes repose-t-elle ? Eh bien on va commencer sans tarder par l'un des principes les plus intrigants, le principe de superposition. Alors le principe de superposition, c'est l'un des piliers centraux de la mécanique quantique. C'est en fait la capacité d'une particule quantique, comme un électron, d'exister simultanément dans plusieurs états ou positions à la fois. Ça peut paraître abstrait, mais laissez-moi vous expliquer. Contrairement à notre intuition classique, qui nous dit qu'un objet est soit ici, soit là, en mécanique quantique, une particule peut être dans un état où elle est à plusieurs endroits à la fois, ou dans plusieurs configurations à la fois. Mais on verra des exemples un peu plus tard quand on parlera du chat de Schrödinger. Et en réalité, cet effet est dû à une des règles fondamentales de la mécanique quantique, la fonction onde-corpuscule. C'est ce principe qui va permettre de décrire tous ces états possibles simultanément. Mais le plus fascinant dans cette propriété quantique, c'est quand elle s'effondre. Je m'explique. Lors d'une mesure, quand on observe l'état d'une particule, la superposition de cette même particule va s'effondrer. Et la particule adopte un seul des états possibles. Autrement dit, selon le principe de superposition, lorsqu'on ne regarde pas, l'électron est partout autour du noyau, sous la forme donc d'une onde. Et comme il est sous la forme d'une onde, on ne peut pas connaître sa position exacte. On peut seulement faire des estimations mathématiques sur l'endroit où elle pourrait se trouver. Et c'est logique parce qu'une onde n'a pas de position précise. C'est un peu comme une vague. Une vague n'a pas de position précise. Elle a un début, une fin, et fluctue dans le temps. Mais au moment exact où on pose les yeux sur lui, l'électron ne sera plus une onde ou une vague, mais un point avec des coordonnées définies. Mais ce point n'apparaît pas n'importe où, il va se trouver sur la courbe décrivant l'onde. En gros, le principe de superposition défie les concepts classiques de notre quotidien. Et en plus de ça, elle est essentielle pour expliquer des phénomènes complexes comme les interférences quantiques et les propriétés des particules qui, au niveau microscopique, se comportent comme des ondes. Mais bon, passons désormais à un autre principe fondamental de la physique quantique, c'est l'intrication. Alors ça peut paraître moins abstrait que le principe de superposition d'états quantiques, mais en fait, vous verrez que c'est même plutôt le contraire. Mais alors, qu'est-ce qui différencie la superposition et à quoi ça correspond ? Déjà, la superposition permet d'expliquer qu'une particule peut exister dans tous les états possibles. En fait, elle est caractérisée par tous les points possibles d'une courbe représentant une onde tant qu'on ne la regarde pas. Et dès qu'on regarde la particule, on l'observe dans un état fixe et précis. Mais là où la superposition quantique dévoile une superposition d'états d'une particule, le phénomène d'intrication quantique décrit un phénomène dans lequel deux particules peuvent être corrélées, mais pas de n'importe quelle façon. En fait, les deux particules seraient corrélées d'une telle manière que l'information concernant l'état de l'une d'elles affecte instantanément et directement l'état de l'autre. Alors vous pourriez me dire que c'est normal, mais là où ce principe devient très intéressant, c'est que ces deux particules peuvent être séparées par des distances astronomiques
comme des années-lumière. Ça signifie que si vous mesurez l'état d'une particule intriquée, eh bien vous connaîtrez instantanément l'état de l'autre particule, et ce, peu importe la distance qui les sépare. Par exemple, vous prenez deux particules intriquées, l'une se trouvant au Chili et l'autre en Inde. Si l'une voit son état subitement changer, l'autre particule sera directement et instantanément impactée. Et ce phénomène a été surnommé l'action fantomatique à distance par Albert Einstein, qui d'ailleurs a été profondément troublé par cette idée. Et oui, parce que Einstein, qui disait que rien ne pouvait aller plus vite que la lumière, est confronté à une interaction instantanée entre deux particules éloignées. Alors on ne sait pas complètement encore, mais l'intrication quantique semble violer la vitesse limite de l'information, fixée par la vitesse de la lumière. En plus de tout ça, les expériences modernes ont confirmé l'existence de l'intrication, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui largement acceptée par un phénomène réel. Par contre, ça pose des questions profondes sur la nature de la réalité et de la causalité. Mais est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça change et à quoi ça sert? Eh bien en fait, l'intrication est au cœur de plusieurs technologies quantiques émergentes, comme la cryptographie quantique ou encore les ordinateurs quantiques. Ces technologies tirent parti de cette corrélation mystérieuse pour réaliser des calculs ou des communications qui seraient quasiment impossibles ou beaucoup trop longs à réaliser dans un cadre classique. Pour l'instant, ce sera tout sur l'intrication quantique. On va maintenant poursuivre avec un autre principe fondamental du monde quantique, le principe d'incertitude d'Heisenberg. Alors, en quoi ça consiste? Déjà, le principe d'incertitude de Werner Heisenberg est un autre concept fondamental de la mécanique quantique, qui bouleverse notre vision classique de l'univers. Mais pourquoi? Eh bien ce principe va dire qu'il est impossible de connaître avec précision infinie deux propriétés conjuguées d'une particule, comme par exemple sa position et sa vitesse. Plus précisément, si vous mesurez avec une grande précision la position d'une particule, vous ne pourrez pas connaître précisément sa vitesse, et vice versa. Alors ça signifie pas qu'on manque d'instruments suffisamment précis pour effectuer des mesures, mais que cette incertitude est une propriété fondamentale de la nature du monde quantique. Alors en réalité, le principe d'incertitude souligne que la nature à l'échelle quantique ne fonctionne pas de manière déterministe, comme c'est le cas de la physique classique, mais plutôt de manière probabiliste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors contrairement à la physique classique, où les systèmes ont des propriétés bien définies indépendamment de l'observation, la mécanique quantique utilise des probabilités pour décrire les résultats possibles d'une mesure. En gros, l'intrication lie les probabilités de résultats pour deux particules. Ça veut dire que les états possibles des deux particules ne sont pas indépendants, mais corrélés. Bon, on va prendre un exemple. Imaginez un sac avec deux gants, un droit et un gauche. Si vous prenez un gant au hasard et voyez qu'il est droit, vous savez immédiatement que l'autre gant est gauche. Mais en mécanique quantique, juste avant d'ouvrir le sac, les deux gants sont dans une superposition de deux états, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'intrication rend cette corrélation bien plus complexe, parce qu'elle inclut des probabilités et des mesures qui influencent directement le comportement des deux particules. Bon, je sais, c'est un petit peu complexe, mais on va voir un autre exemple. Imaginez 2 dés magiques. Si vous lancez l'un des 2 dés, vous obtenez un 6. Alors instantanément, l'autre dé montrera également un 6, où qu'il soit dans l'univers. C'est cette connexion magique qu'on appelle l'intrication quantique. Mais comment ça marche du coup? Avant qu'on mesure l'état d'une particule, ses propriétés, comme la position, etc., existent sous la forme de probabilités. Et une fois qu'on mesure l'une des deux particules intriquées, l'état de l'autre particule se fixe instantanément pour correspondre à cette mesure. Comme en gros, si elle communiquait instantanément. Bon, maintenant qu'on a vu les plus complexes, on va maintenant voir le dernier principe du monde quantique, la fonction d'onde. Alors vous verrez, elle est directement liée à la superposition quantique. En mécanique quantique, une particule comme un électron ou un photon n'est pas décrite par un point précis dans l'espace, comme dans la physique classique. Et quand je parle de physique classique, je parle évidemment du monde un peu qui nous entoure. À la place, elle est caractérisée par une entité mathématique qu'on appelle la fonction d'onde. Alors, à quoi ça sert? Alors, faut savoir que la fonction d'onde fournit une description complète de l'état d'une particule. Elle contient toutes les informations nécessaires pour calculer les probabilités des différentes propriétés de cette particule. Cette fonction d'onde est donc une amplitude de probabilité qui nous permet de connaître la probabilité, c'est-à-dire la chance de trouver la particule à un endroit donné, si on effectue une mesure. Et donc là, il ne s'agit pas d'une description déterministe, mais plutôt d'une description basée sur des probabilités, comme l'intrication quantique. Par exemple, un électron qui tourne autour du noyau atomique ne suit pas une trajectoire fixe comme une planète autour d'une étoile. Cette trajectoire est plutôt décrite par une fonction d'onde, qui donne un exemple de probabilité concernant la position où l'électron pourrait être observé. Et quand une mesure est effectuée sur la particule, la fonction d'onde s'effondre complètement et la particule choisit un des états possibles qu'elle occupait auparavant, en superposition. Mais avant l'effondrement, la particule n'a pas de position définie.
seulement une probabilité d'être trouvé à divers endroits. C'est cet effondrement-là de la fonction d'onde par observation donc qui relie les mystères de la mécanique quantique à notre perception classique de la réalité. Ok, bon, je sais que ça fait beaucoup à retenir, alors vous inquiétez pas, j'ai fait un petit résumé pour que vous compreniez bien tout. Alors pour vous récapituler tout ça, en gros il y a 4 principes fondamentaux. La superposition, l'intrication, le principe d'incertitude et la fonction d'onde, qui sont donc au cœur de la mécanique quantique. Ils façonnent la manière dont nous comprenons le comportement des particules à l'échelle microscopique. Ensemble, ils ouvrent un monde radicalement différent de celui de la physique classique, où des phénomènes contre-intuitifs mais bien réels se produisent à des échelles trop petites et donc invisibles pour l'œil humain. Ces principes ont permis de comprendre et de développer des technologies aussi révolutionnaires que les transistors, les lasers et même les futures technologies quantiques, comme les ordinateurs quantiques et les communications quantiques. Mais est-ce qu'on a pu vérifier ces principes? Comment a été prouvée l'existence de ces principes-là? Est-ce qu'on a pu réaliser des expériences concluantes sur ce monde incroyablement fascinant et mystérieux? La réponse est oui. L'homme a déjà pu faire des expériences clés et exceptionnelles sur le monde quantique. Mais alors, quelles sont-elles? Eh bien, on va commencer tout de suite par l'expérience des fentes de Young, réalisée donc initialement par Thomas Young en 1801 avec la lumière. C'est l'une des plus célèbres expériences en physique quantique. Elle révèle une des propriétés les plus étonnantes des particules, la dualité d'onde-corpuscule, dont on a parlé un peu avant. Alors normalement, pour ceux qui ont fait de la physique-chimie au lycée, vous avez déjà dû la réaliser. L'expérience de base est plutôt simple. On fait passer de la lumière à travers 2 petites fentes parallèles et on observe ce qui se passe sur un écran placé derrière. Si la lumière se comportait uniquement comme des particules, et d'après le principe de fonction d'onde, on s'attendrait à avoir 2 bandes lumineuses correspondant aux 2 fentes. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de ça, un motif d'interférence apparaît sur l'écran composé de bandes claires et sombres. Exactement ce qu'on observe avec des ondes qui se superposent. Cette expérience a donc démontré que la lumière a un comportement d'onde. Mais ce qui devient encore plus fascinant, c'est quand on répète l'expérience avec des électrons ou d'autres particules quantiques. Une à une, si on n'observe pas par quelle fente l'électron passe, on voit encore un motif d'interférence. Ce qui indique que chaque électron se comporte comme une onde, passant par les 2 fentes en même temps, et donc confirmant le principe de superposition. Mais si on place un détecteur pour savoir par quelle fente l'électron passe, le motif d'interférence disparaît. Et on observerait donc à la place un comportement de particules classiques, avec 2 bandes. Ça signifie que le fait d'observer modifie le comportement de l'électron, ce qui permet de mettre en lumière l'étrange dualité d'onde-corpuscule, liée à la notion d'observateur. En gros, l'expérience des fentes de Young démontre de manière frappante que dans le monde quantique, les particules peuvent se comporter à la fois comme des ondes et comme des particules, en fonction de l'onde de l'interaction avec l'observateur. Mais heureusement pour nous, cette expérience n'est pas la seule à expliquer le monde quantique. Il existe aussi un paradoxe très connu, permettant d'illustrer ce principe de superposition, le paradoxe du chat de Schrödinger. Alors ce paradoxe est proposé en 1935 par le fameux physicien autrichien Erwin Schrödinger. En fait, il s'agit d'une expérience de pensée, donc on l'a pas vraiment faite, conçue pour illustrer des aspects étranges de certaines propriétés quantiques. Ici, en gros, elle permet de se confronter à la superposition quantique et au rôle de la mesure dans l'effondrement de la fonction d'onde. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, alors pour ceux qui ne connaissent pas le chat de Schrödinger, l'idée est la suivante. Imaginez un chat qu'on place dans une boîte fermée, avec un mécanisme lié à la désintégration d'un atome radioactif. Si l'atome se désintègre, un poison est libéré, ce qui tuera le chat. Par contre, si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste en vie. Et selon la mécanique quantique, avant que vous n'ouvriez la boîte pour observer l'état du chat, eh bien l'atome radioactif est en superposition entre 2 états, désintégré ou non. Par extension, le chat est lui aussi dans une superposition d'états. Il est à la fois vivant et mort. Cette superposition est valable jusqu'au moment où on mesure l'état de l'atome, et donc du chat. Et les états seront fixes, soit l'atome s'est désintégré et le chat est mort, soit l'atome ne s'est pas désintégré et le chat est bel et bien vivant. Et le paradoxe de Schrödinger met en lumière une question centrale en mécanique quantique. À quel moment un système quantique cesse-t-il d'être en superposition pour adopter un état défini? En gros, à partir de quel moment les principes de la mécanique quantique s'arrêtent? À partir de quand les lois du monde qu'on connaît tous reprend ses droits? Eh bien ce paradoxe souligne les limites de l'application de la mécanique quantique à des objets de taille normale, comme un chat. Mais il illustre aussi bien le caractère étrange de la théorie quantique, dans laquelle une particule peut exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée. Mais encore une fois, il existe d'autres expériences qui ont permis de développer nos connaissances dans le domaine du quantique. C'est par exemple le cas de la dernière expérience que je vais vous présenter, les inégalités de Bell. Mais à quoi ça correspond exactement?
Eh bien, les inégalités de Bell constituent une série d'expériences proposées par le physicien John Bell en 1964 pour tester une question fondamentale de la physique. Le monde quantique est-il fondamentalement basé sur des probabilités? Ou alors, est-ce qu'il existe des variables cachées qui déterminent les comportements des particules de manière classique, mais qui nous échappent? Pour comprendre tout ça, Bell s'est intéressé au phénomène d'intrication quantique. Alors pour rappel, c'est quand deux particules peuvent être liées de telle manière que mesurer l'une d'elles permet de connaître immédiatement l'état de l'autre, et ce, peu importe la distance, même si elles sont séparées par des années-lumière de distance. Bell a donc réussi à formuler des inégalités mathématiques qui doivent être respectées si les particules se comportaient de manière classique. En gros, si les particules se comportent selon des principes qui nous paraissent logiques, alors le résultat de son expérience résoudrait ces inégalités. Et ces équations contiennent des variables cachées qui expliqueraient leur corrélation sans faire appel à des effets non locaux. Bon alors, en physique classique, une interaction locale implique que les objets ne peuvent être influencés que par un événement qui se produise proche d'eux, et donc que cette influence se propage à une vitesse déterminée. En fait, ça respecte tout simplement la conception classique de la physique, où une particule donc ne peut affecter une autre qu'à travers un mécanisme direct, comme une collision, ou même à travers un champ électromagnétique ou gravitationnel par exemple. Mais par contre, c'est pas la même chose en mécanique quantique. Certains effets comme l'interférence des ondes dans l'expérience des fentes de Young peuvent être considérés comme des effets dits locaux. Tout simplement parce que l'interaction semble se produire en fonction de la position spatiale d'une particule et des objets environnants. Et ce, sans qu'il y ait de violation évidente de la vitesse de propagation d'une information. Par contre, là où j'attire votre attention sur ce point, un effet quantique non local implique que deux particules ou objets peuvent interagir instantanément, et ce même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, sans qu'un signal ou une influence ne traverse l'espace entre eux à une vitesse finie. Exactement comme l'intrication quantique. Et c'est d'ailleurs ici que la mécanique quantique se distingue radicalement de la physique classique et même de la relativité. La non-localité reste l'un des aspects les plus déroutants de la mécanique quantique, et ça soulève encore aujourd'hui pas mal de questionnements. Bref, il en va de soi, les inégalités de Bell étaient bien violées. Ça veut tout simplement dire que le monde quantique est réellement non local, donc des connexions instantanées ont lieu, peu importe la distance. Et du coup, ça signifie qu'il n'existe pas de variables cachées locales, comme le pensait Einstein et d'autres théoriciens. Mais bien que la mécanique quantique permet bel et bien des connexions instantanées entre particules intriquées. Bon, en gros, on ne pourra pas comprendre ce monde de manière logique. Et cette expérience, elle a joué un rôle crucial dans l'idée d'accepter même que le monde quantique est de probabilité et non local. Et heureusement d'ailleurs parce que ça a permis de renforcer la possibilité de technologies quantiques révolutionnaires, comme les ordinateurs quantiques, la cryptographie quantique, ou même encore la téléportation quantique. Et ces trois expériences clés, donc celles des fentes de Young, du chat de Schrödinger et les équations de Bell, sont au cœur de la compréhension des principes fondamentaux de la mécanique quantique. Chacune met en lumière un aspect particulier du comportement quantique, la dualité onde-corpuscule, la superposition et l'intrication. Ensemble, elles révèlent un univers microscopique régi par des lois profondément contre-intuitives, où les particules peuvent être à plusieurs endroits à la fois, où leur état dépend de l'observation, où des particules peuvent être instantanément connectées à distance. Ces expériences ont non seulement révolutionné notre compréhension de la nature, mais elles ont jeté les bases des technologies quantiques futures. Parce que oui, le but ici c'est de comprendre le monde quantique, alors tout d'abord pour comprendre comment notre univers fonctionne, mais aussi pour utiliser ses propriétés et les appliquer dans des outils accessibles pour l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a déjà réussi à utiliser la mécanique quantique et dans quel domaine d'application? Eh bien, évidemment. C'est par exemple le cas de la révolution informatique lancée il y a quelques années avec l'apparition des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques, on en parle depuis bien longtemps. Les ordinateurs quantiques représentent l'une des applications les plus fascinantes de la mécanique quantique. Alors comment ça marche? Déjà en fait, un ordinateur fonctionne sur des principes totalement différents de ceux des ordinateurs classiques. Un ordinateur traditionnel en fait va utiliser des bits qui peuvent être dans un état de 0 ou de 1. En revanche, un ordinateur quantique, lui, va utiliser des qubits, qui peuvent exister dans plusieurs états à la fois. Et si vous vous souvenez bien, c'est notamment grâce à deux propriétés clés de la mécanique quantique, la superposition et l'intrication. Mais quel rôle jouent ces deux règles concrètement? Alors bon, déjà, la superposition est l'une des caractéristiques les plus importantes d'un qubit. Contrairement à un bit classique, qui est soit de 0, soit 1, un qubit peut être dans une superposition des deux états à la fois. Et donc, jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée, le qubit est dans un état indéfini où il peut représenter simultanément 0 et 1
avec une certaine probabilité. C'est grâce à cette superposition qu'un ordinateur quantique peut traiter un nombre beaucoup plus grand de combinaisons d'états qu'un ordinateur classique. Et l'intrication quantique alors? Eh bien l'intrication quantique va permettre aux qubits de fonctionner d'une manière totalement différente des bits classiques. Alors comme on l'a vu, quand deux particules sont intriquées, l'état de l'une est automatiquement lié à l'état de l'autre. Et ce donc, peu importe la distance qui les sépare. Et si vous mesurez l'une, vous connaissez immédiatement l'état de l'autre. Ce qui permet une sorte de coordination à distance qui est impossible dans le monde classique. Cette propriété est ce qui permet aux ordinateurs quantiques de réaliser des calculs parallèles sur un nombre d'états exponentiels. En fait, c'est ce qui les rend particulièrement puissants pour certains types de problèmes. En particulier pour ceux qui nécessitent la recherche dans de vastes espaces de solutions. C'est par exemple le cas de la factorisation des nombres, le calcul moléculaire ou même pour optimiser les algorithmes déjà existants. Mais le plus compliqué concernant les ordinateurs quantiques, c'est leur construction et leur maintenance. Un défi majeur dans la construction des ordinateurs quantiques est la décohérence. Il s'agit en fait d'un des phénomènes qui se produit lorsqu'un système quantique perd son état superposé en raison de l'interaction avec son environnement. Ça peut provoquer d'énormes erreurs dans les calculs. Et pour y remédier, les chercheurs travaillent sur des techniques de correction d'erreurs quantiques pour stabiliser les systèmes et permettre des calculs fiables. Parce que la moindre secousse ou interaction peut tout chambouler. Et ça, c'est parce qu'il n'y a rien de plus sensible que des qubits. Actuellement, les plus grands ordinateurs quantiques possèdent quelques dizaines à quelques centaines de qubits, ce qui nous offre déjà une puissance de calcul phénoménale comparée aux ordinateurs classiques. Les experts pensent que des machines avec des milliers de qubits seront nécessaires pour atteindre une capacité de calcul absolument prodigieuse. Autrement dit, la suprématie quantique. Mais l'informatique n'est pas le seul domaine d'application dans lequel la mécanique quantique pourrait avoir un impact. Il y a aussi le domaine de la communication. C'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique, ou comme on la surnomme, la sécurité parfaite. Alors comme vous avez pu le deviner, la cryptographie quantique utilise des principes fondamentaux du monde quantique pour créer des systèmes de communication parfaitement sécurisés. Alors en quoi ça consiste exactement? Eh bien contrairement aux méthodes de cryptographie traditionnelles qui reposent sur la complexité mathématique, la cryptographie quantique tire parti de propriétés physiques fondamentales avec principalement la superposition et l'intrication des particules, pour garantir la sécurité des informations. L'une des applications les plus prometteuses est la distribution quantique de clés, qui permet à deux parties d'échanger une clé secrète de manière absolument sécurisée. Le protocole le plus connu est le BB84 proposé par Bennett et Brassard en 1984. Ce protocole repose sur le fait que toute tentative d'interception d'une communication quantique modifie inévitablement l'état des particules, grâce au principe d'incertitude d'Heisenberg. Donc si un espion tente d'écouter la transmission, les modifications induites dans la clé seront immédiatement détectées, permettant de couper l'échange. Mais à part dans le domaine de l'espionnage et du militaire, est-ce qu'on peut utiliser cette technologie dans notre quotidien? Eh bien oui, et pour preuve, on a déjà commencé. Par exemple, les banques et les gouvernements testent des systèmes de distribution de clés quantiques pour sécuriser leur réseau. En 2017, un satellite chinois nommé Micius a permis de réaliser une communication quantique sécurisée entre Pékin et Vienne, marquant un jalon majeur dans le développement de la cryptographie quantique à longue distance. Mais il existe encore des défis à surmonter avant une adoption massive. Des critères comme la distance de transmission des signaux quantiques sont encore limités et la robustesse des dispositifs matériels reste un enjeu clé. Et même si des chercheurs essaient d'étendre l'utilisation de la cryptographie quantique, on est encore qu'au stade expérimental. Mais revenons à la base de notre étude, la mécanique quantique. Dans l'imaginaire collectif, le quantique est un peu comme de la magie parce qu'on n'est pas encore capable de comprendre pleinement ce nouveau monde, ni d'en déterminer les limites. C'est là qu'apparaît une dernière application à l'embouchure de la science-fiction et de la mécanique quantique, la téléportation quantique. Alors là, accrochez-vous pour notre dernier vol vers l'inconnu le plus total. La téléportation quantique est un autre concept fascinant qui serait issu de la mécanique quantique. Sauf que contrairement à ce que la science-fiction pourrait suggérer, il ne s'agit pas de téléporter réellement de la matière comme un être humain d'un point à un autre, mais plutôt de transmettre l'état quantique d'une particule à une autre, même à de grandes distances. Ce phénomène repose sur l'intrication quantique et permet de transférer une information sans transmettre la particule elle-même. Alors pour illustrer la téléportation quantique, on peut imaginer deux particules, A et B, qui sont intriquées. Si une troisième particule, C, interagit avec la particule A, alors l'état de C peut être transféré instantanément à la particule B, même si elles sont très éloignées, de plusieurs kilomètres. Le processus nécessite par contre une communication classique pour finaliser la téléportation, ce qui signifie que l'information ne peut pas voyager plus vite que la lumière. Mais l'état quantique
est bel et bien transférée. Mais est-ce qu'on a déjà réussi la téléportation quantique? Eh bien ça, c'est la question que tout le monde se pose. Mais oui. En fait, la téléportation quantique a été démontrée expérimentalement pour la première fois en 1997 par une équipe dirigée par Anton Zeilinger. Depuis, des progrès significatifs ont été réalisés et en 2017, des chercheurs chinois ont réussi à téléporter l'état quantique d'un photon depuis la Terre vers un satellite en orbite à plus de 1200 km. Alors oui, on sait faire. Mais pour l'instant, on est capable de téléporter uniquement des particules. Et au vu de la vitesse de réflexion et d'évolution de l'intelligence humaine, peut-être que d'ici plusieurs décennies, on pourra téléporter de la matière, et pourquoi pas, un corps humain. Mais la téléportation n'a pas pour vocation de n'être qu'un simple moyen de transport instantané. On se rend compte qu'elle peut avoir des implications majeures pour le calcul quantique, mais aussi pour les réseaux quantiques. Et oui là, je parle d'un potentiel Internet quantique. Mais comment ce serait possible de créer un réseau Internet quantique? Eh bien en combinant l'intrication avec des répéteurs quantiques. On pourrait imaginer des réseaux où l'information quantique est transmise instantanément entre des ordinateurs quantiques à travers le monde. Comme on a pu le voir, les implications de la mécanique quantique touchent de très nombreux domaines. Elles pourraient révolutionner l'informatique, la sécurité des communications ou encore la transmission d'informations. Les ordinateurs quantiques promettent de résoudre des problèmes d'une complexité inaccessible aux ordinateurs classiques. La cryptographie quantique assure une sécurité à toute épreuve grâce à des principes physiques inviolables. Et la téléportation quantique ouvre la voie à des réseaux de communication quantique rapides et sécurisés. Et bien sûr, un moyen de transport révolutionnaire. Et même si on n'est qu'au début de cette révolution, ces technologies ont déjà commencé à transformer notre vision de l'informatique et de la communication. Et leur potentiel est immense pour l'avenir. Mais pour l'instant, et à l'heure actuelle, beaucoup de mystères autour de la mécanique quantique restent non résolus. Parmi ces énigmes, on retrouve l'un des plus grands mystères de la mécanique quantique qu'on appelle le problème de la mesure. Et il est souvent présenté par le fameux paradoxe du chat de Schrödinger dont je vous ai présenté tout à l'heure. Comme on l'a vu dans la théorie quantique, une particule ou un système peut exister dans un état de superposition, c'est-à-dire dans plusieurs états simultanément. Par exemple, un électron peut être dans deux positions différentes en même temps, et un photon peut passer par deux fentes à la fois dans l'expérience des fentes de Young. Mais ce phénomène étrange semble se rompre dès que l'on tente de mesurer ou d'observer le système. La fonction d'onde qui décrit cette superposition s'effondre si le système prend alors un état bien défini. Si on reprend l'exemple d'avant, l'électron est dans une position spécifique. Ce processus, basé donc sur l'observation, est au cœur du problème de la mesure en mécanique quantique. Mais pourquoi l'observation force-t-elle le système à choisir un état unique? Et comment se produit cet effondrement? Certains physiciens, comme Niels Bohr, ont proposé que l'acte d'observer ou de mesurer joue un rôle crucial dans le comportement quantique. Ça signifie que la réalité d'un système quantique n'existe que lorsqu'elle est observée. Une interprétation qui fait consensus dans la communauté scientifique et qui est appelée l'interprétation de Copenhague. D'autres théories, comme celle des mondes multiples développées par Hugh Everett, suggèrent qu'au lieu de s'effondrer, la fonction d'onde continue d'évoluer, mais que chaque possibilité se réalise dans un univers parallèle. Alors, vous en faites pas, je vous détaillerai ça un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que le problème de la mesure reste l'un des plus grands paradoxes non résolus de la mécanique quantique. Mais pourquoi l'observation d'un phénomène à notre échelle peut-elle avoir un effet aussi important sur un système miniature? Eh bien, les théories actuelles n'apportent pas de réponse définitive, et ce mystère continue de diviser les physiciens. Un autre phénomène clé pour notamment comprendre la transition entre le monde quantique et notre expérience quotidienne est ce qu'on appelle la décohérence. Alors comme on l'a vu, en mécanique quantique donc, il y a cet état de superposition. Mais à notre échelle ou à l'échelle macroscopique, on n'observe jamais des objets du quotidien dans cet état-là. Par exemple, on voit jamais une chaise être à deux endroits à la fois. Sauf s'il y a deux chaises, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et bien en fait, la décohérence quantique décrit comment un système quantique perd progressivement son caractère de superposition en interagissant avec son environnement. Lorsqu'un système quantique interagit avec d'autres particules ou l'environnement externe, ces interactions détruisent la cohérence de la superposition. En d'autres termes, l'information quantique contenue dans la fonction d'onde se dissipe. Ce qui donne l'impression que le système est dans un état classique, bien défini. Imaginons un électron dans un état de superposition entre deux positions. Tant qu'il est isolé, cet état peut être maintenu et stabilisé. Mais dès que l'électron interagit avec son environnement, par exemple en entrant en contact avec d'autres particules, eh bien cet état est rapidement détruit et l'électron apparaît dans une seule position. Ça expliquerait pourquoi les phénomènes quantiques sont quasi impossibles à observer à grande échelle. Et en réalité, la décohérence agit comme une barrière invisible qui convertit les états quantiques en états classiques. Et c'est logique parce que si notre électron est isolé, personne n'est témoin de son état. Par contre, dès qu'il interagit avec une surface ou une autre particule,
Son état se fixe selon la nature de l'interaction, ce qui révèle sa position. Reprenons notre chaise de tout à l'heure. Sauf qu'ici, la chaise grince beaucoup plus, et vous avez le dos tourné par rapport à elle. Vous saurez si quelqu'un s'est assis sur la chaise au moment même où la chaise grincera, révélant son état, ici occupé, et sa position. La décohérence n'explique pas directement le problème de la mesure, mais elle aide à comprendre pourquoi les systèmes quantiques deviennent classiques à mesure qu'ils interagissent avec leur environnement. Elle permet aussi de comprendre pourquoi la superposition n'est jamais observée dans notre vie quotidienne. Mais restons dans le domaine de ce que l'on peut mesurer. Imaginez que deux particules interagissent entre elles par leurs propriétés physico-chimiques. Tout va bien jusqu'ici, il n'y a rien d'inhabituel. Maintenant, on retire ces fameuses propriétés de l'équation. Normalement, elles ne sont plus censées interagir, mais pourtant, c'est toujours le cas. Elles se rapprochent l'une de l'autre par un mécanisme aussi vieux et énigmatique que l'univers. La gravité. Ça fait beaucoup. Pour récapituler, la mécanique quantique a révolutionné notre compréhension du monde. Mais elle pose aussi de nombreuses questions auxquelles la science n'a pas encore trouvé de réponse. Le problème de la mesure reste l'un des plus grands paradoxes. L'effondrement de la fonction de l'onde et le rôle de l'observation en réalité quantique restent encore inexpliqués. La décohérence nous aide à comprendre comment les objets quantiques semblent se comporter de manière classique, à grande échelle. Mais elle ne résout pas le mystère de la transition entre le quantique et le classique. Et bien sûr, la quête pour une gravité quantique capable d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale est peut-être la clé pour comprendre des phénomènes aussi extrêmes que les trous noirs ou le Big Bang. Mais cette unification est encore loin d'être possible pour le moment. Ces mystères rappellent que, malgré ses succès, la mécanique quantique est encore un domaine en pleine exploration. Et il nous reste beaucoup à découvrir pour comprendre pleinement l'univers à l'échelle la plus fondamentale. Sauf que la mécanique quantique a-t-elle un rôle purement scientifique? Est-ce que la nature de l'observateur peut déterminer l'état dans lequel se trouvera une particule? Est-ce que la réalité est donc propre à un observateur ou est-ce que chaque observateur a sa propre réalité? Eh bien la mécanique quantique, en plus de révolutionner la physique, a ouvert des débats philosophiques sur la nature de la réalité. Ses implications transcendent les sciences physiques pour toucher à la métaphysique. Ça a conduit à des spéculations sur le fait que la conscience joue peut-être un rôle fondamental dans la mécanique quantique. Et beaucoup considèrent que l'acte de mesure lui-même, qu'il soit effectué par une machine ou par un être humain, suffit à expliquer l'effondrement de la fonction d'onde, sans nécessité d'invoquer la conscience. Alors finalement, quand on comprend tout ça, qu'est-ce que la réalité? Est-ce qu'il est possible que, suite au fait d'observer, plusieurs réalités coexistent? Une alternative fascinante au rôle central de l'observateur est l'interprétation des mondes multiples, proposée par Hugh Everett en 1957. Selon cette interprétation, il n'y a jamais d'effondrement de la fonction de l'onde. Au lieu de ça, chaque fois qu'une mesure est effectuée, l'univers se divise en plusieurs branches, chacune correspondant à l'une des différentes possibilités qu'offre la superposition quantique. Chaque observation, donc, produit non seulement une réalité, mais une multitude de réalités, chacune évoluant dans un univers parallèle. Dans l'exemple du chat de Schrödinger, quand vous ouvrez la boîte pour voir si le chat est mort ou vivant, l'univers se divise en deux branches distinctes. Dans l'une, le chat est vivant, dans l'autre, le chat est mort. Ces deux réalités coexistent, mais dans des univers parallèles, indépendants l'un de l'autre. Et l'idée que chaque choix ou observation pourrait entraîner une bifurcation de l'univers est une idée qui peut vous retourner le cerveau complètement. Chaque choix, chaque décision que vous avez prise durant votre vie, le fait que vous vous demandez si vous traversiez la route maintenant ou si vous attendiez, que si vous achetiez cette montre plutôt que de braquer la bijouterie, bref, toutes ces décisions que vous auriez pu prendre et que vous n'avez pas prises, pourraient exister dans des univers parallèles. Alors évidemment, cette idée n'est valable qu'en mécanique quantique par rapport au chat de Schrödinger. Mais si on l'adapte à notre monde, voilà ce que ça donnerait. Une infinité de mondes parallèles évoluant de manière indépendante au nôtre. Ça remet en question la notion d'un monde unique, suggérant que nous vivons dans un multivers. Une infinité d'univers parallèles où toutes les possibilités sont réalisées. Alors même si l'idée de coexistence des mondes multiples est séduisante, elle reste spéculative et ne fait pas consensus parmi les physiciens. Selon cette théorie, il n'y aurait plus de sens de parler de libre arbitre car toutes les possibilités se produisent bien là, quelque part, dans ces univers parallèles. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'impact philosophique de la mécanique quantique est profond et divers. Juste, j'ai une petite annonce à vous faire et juste après j'aimerais vous parler de quelque chose, alors écoutez bien. Si cette vidéo vous a plu, pensez à rejoindre la chaîne si vous le souhaitez et si vous avez les moyens. Ça me soutient grandement, ça me permet de développer la chaîne et vous permet de profiter d'avantages exclusifs, comme par exemple l'accès à des vidéos en avant-première avant leur sortie officielle ou l'accès à un groupe de discussion privée qu'on aura tous ensemble. Puis si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et ça fait plaisir. Sinon j'aimerais vous proposer la dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne. Je pense vraiment qu'elle pourrait vous plaire parce qu'elle est équivalente à celle-ci. Et sinon je vous mets toute une liste de vidéos similaires à celle-ci si vous le souhaitez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve lundi ou mardi pour un nouveau récap de l'actualité spatiale. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. C'était Zebordos. Bye.